La nuit du 16 janvier 2003, un froid glacial enveloppait Noyelles-Godault, dans le nord de la France. Mais le véritable frisson n'est pas venu de l'hiver. Il est venu d'une simple feuille de papier, crachée par un télécopieur. Un fax, sec et sans appel, en provenance des bureaux de Paris. En une fraction de seconde, 830 ouvriers venaient d'apprendre que leur usine, leur vie, leur identité étaient déclarées en faillite. Pas de plan social, pas d'indemnité de licenciement, pas même le courage d'une annonce en face à face. Un abandon pur et simple. Pendant plus d'un siècle, Metaleurop Nord avait été le titan de l'industrie lourde, la plus grande fonderie de plomb et de zinc d'Europe. Ses imposantes cheminées symbolisaient la faim, la fierté, la prospérité et le pain quotidien de milliers de familles. Elle était le cœur battant d'un écosystème entier. Pourtant, du jour au lendemain, ce fier colosse s'est effondré, se transformant en un cimetière de métal rouillé et laissant derrière lui la zone la plus irrémédiablement polluée du pays. Une véritable terre morte, empoisonnée aux métaux lourds pendant des décennies. Comment un empire industriel aussi puissant, autrefois vénéré comme le protecteur paternel de toute une région, a-t-il pu orchestrer une trahison aussi froide et méthodique? Comment a-t-il pu sacrifier ceux qui ont laissé leur santé dans ses fours, fuyant ses responsabilités financières et environnementales, sans qu'aucun de ses dirigeants ne finisse derrière les barreaux? Aujourd'hui, nous vous invitons à marcher dans les cendres toxiques de Metaleurop. Découvrez l'une des tragédies les plus choquantes de l'histoire industrielle moderne, où l'avidité sans visage du capitalisme financier a dévoré le sang, la sueur et la terre de ceux qui l'ont construite. Au crépuscule du 19e siècle, le nord de la France n'est pas qu'une simple région géographique. C'est le grand chaudron de la révolution industrielle européenne. Sous les plaines balayées par les vents froids de Noyelles-Godault et de ses environs, dorment des veines de charbon d'une richesse inouïe. La terre, noire et dense, semble appeler les hommes à la creuser, à l'exploiter. C'est dans ce décor de champs fertiles et de bassins miniers naissants, en 1894, que se joue le premier acte de notre tragédie. L'histoire commence non pas par une destruction, mais par une ambition démesurée, celle de la société minière et métallurgique de Peñarroya. À une époque où l'Europe s'arrache les métaux pour forger son avenir moderne, pour ses toitures, ses tuyauteries, ses premières batteries et ses munitions, le choix de Noyelles-Godault est tout sauf un hasard. C'est une équation géographique et économique parfaite. Pour fondre le plomb et le zinc extraites des lointaines mines, il faut une chaleur phénoménale, une énergie titanesque. Or, l'énergie est là, littéralement sous les pieds des ingénieurs. Le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais offre le charbon à profusion. La symbiose est évidente, presque organique. La mine nourrira la fonderie, et la fonderie forgera le nouveau siècle. Dès les premiers coups de pioche, le paysage se métamorphose. Les terres agricoles cèdent la place aux briques rouges, à l'acier et au béton. D'immenses halles s'élèvent, abritant les premiers fours à réverbères. Le silence séculaire de la campagne est définitivement brisé par le fracas métallique, le sifflement des trains à vapeur qui acheminent le minerai brut, et le martèlement sourd des machines. Les hommes qui affluent sont des fils de paysans, des mineurs cherchant à fuir les ténèbres des puits pour la lumière aveuglante des fours, et bientôt, des immigrés venus de toute l'Europe. Ils ne le savent pas encore, mais ils sont en train de bâtir une forteresse qui liera leur destin à celui du métal pour les 100 prochaines années. Dans ces premières décennies, l'usine de Peñarroya est un monstre de feu fascinant, une incarnation du triomphe de l'homme sur la nature. Les fondeurs, le torse ruisselant de sueur, manipulent de longues tiges de fer pour écumer les bains de plomb en fusion. Le métal liquide coule comme une lave étincelante, illuminant les visages fatigués, mais empreints de la fierté des pionniers. Ils sont les alchimistes des temps modernes, transformant la roche brute en lingots purs et lourds, prêts à être expédiés dans le monde entier. Cette naissance s'inscrit dans un contrat moral tacite, typique de cette époque industrielle. La compagnie ne se contente pas de construire une usine. Elle jette les fondations d'un empire enraciné dans le sol. L'usine devient l'astre autour duquel gravitent les existences.
Elle offre des emplois stables, des salaires réguliers qui permettent d'espérer une vie meilleure. Pour la petite commune de Noyelles-le-Godault, cette usine est une bénédiction, un moteur économique d'une puissance inégalée. Cependant, la conquête de la matière exige toujours un tribut. Pour extraire le métal pur, il faut brûler, fondre, séparer. Et dans ce processus titanesque, tout ne se solidifie pas en lingots. À mesure que l'usine étend ses tentacules de briques, les premières grandes cheminées sont érigées pour cracher les gaz de combustion loin des poumons des travailleurs. Ces cheminées, perçues à l'époque comme les glorieux obélisques de la modernité, commencent à expirer leur souffle continu sur la plaine. À la fin du 19e siècle, la conscience écologique n'existe pas. Le ciel n'est qu'un vaste réceptacle infini. Mais la physique a ses propres lois. Les vents dominants emportent avec eux des milliers de tonnes de particules invisibles, du plomb, du cadmium, du zinc, de l'arsenic, du dioxyde de soufre. Lentement, jour après jour, décennie après décennie, ces métaux lourds finissent par retomber. Ils se déposent sur les tuiles des maisons ouvrières, sur les champs de blé environnants, sur les cours d'école, et s'infiltrent en silence dans la terre même qui avait appelé l'usine à naître. L'appel de la terre avait enfanté un géant. Mais dès ses premiers souffles, la bête a commencé à rendre à la terre un poison qui, un siècle plus tard, deviendrait son héritage le plus durable. Noyelles-le-Godault venait de sceller un pacte faustien avec l'industrie lourde, un pacte où la prospérité se paierait, à terme, au prix du sang et de la poussière. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe exsangue n'a qu'une seule obsession, se reconstruire. Et pour se reconstruire, il lui faut du métal. C'est dans cette frénésie des 30 glorieuses que l'usine de Noyelles-le-Godault entre dans son âge d'or absolu. Entre les années 1950 et 1970, elle devient fièrement la plus grande fonderie de plomb et de zinc de toute l'Europe. L'usine est une bête qui ne dort pas, crachant le feu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La nuit, le ciel du bassin minier s'illumine des lueurs rougeoyantes des hautes fourneaux, un phare de prospérité visible à des kilomètres à la ronde. À l'intérieur, c'est un balai infernal. Le grondement des machines couvre les voies humaines. Plus de 2500 ouvriers franchissent quotidiennement les immenses grilles en fer forgé. Ils se relaient dans une chaleur suffocante, maniant des poches de métal liquide incandescent. Le plomb pur et le zinc brillant coulent sans discontinuer, prêts à bâtir les toits de Paris, à fabriquer des batteries pour la flotte automobile naissante et à alimenter le miracle économique français. À cette époque, travailler à la fonderie n'est pas seulement un gagne-pain, c'est un titre de noblesse ouvrière. Les métallos de Noyelles-le-Godault se considèrent comme l'élite de la région. Cette fierté transpire dans chaque rue des alentours. L'usine a généré une telle richesse qu'elle a englouti la petite géographie locale pour créer son propre monde, la Cité du Zinc. Les commerces prospèrent. Les bistrots résonnent des rires des ouvriers après leur quart, et l'odeur métallique de l'usine, omniprésente, est alors perçue non pas comme une menace, mais comme le parfum réconfortant du plein emploi. Pourtant, cette suprématie industrielle ne repose pas uniquement sur l'acier et le feu. Pour s'assurer que les fours ne s'éteignent jamais, la direction comprend qu'elle doit s'emparer de bien plus que de la force physique de ses hommes. Elle doit posséder leur vie entière. C'est ici qu'intervient le coup de génie stratégique, le paternalisme industriel. La compagnie ne se présente plus seulement comme un employeur, mais comme un patriarche bienveillant qui veille sur ses enfants depuis le berceau jusqu'à la tombe. L'usine bâtit des quartiers entiers de corons coquets, réservés à ses employés, avec des loyers dérisoires. Elle construit et finance les écoles, ouvre un centre médical, finance la fanfare locale, les clubs de football et de colombophilie. Elle organise même les colonies de vacances d'été pour les enfants des ouvriers. Tout, absolument tout, est estampillé du logo de l'entreprise. Dans cet écosystème en vase clos, la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle disparaît totalement. On est à l'hôpital de l'usine, on grandit dans ses écoles, et inévitablement, on finit par signer son premier contrat de travail à la fonderie. La transmission est filiale. Des générations entières
de la même famille se succèdent devant les mêmes fours. Mon grand-père y était, mon père y était, j'y serai. Telle est la devise non écrite, mais gravée dans l'esprit de chaque garçon de Noyelles-Godot. Ce pacte social offre une sécurité matérielle inestimable. Les ouvriers donnent leur feu, donnent leur sueur, leurs poumons et leur vie. En échange, l'usine leur garantit qu'ils ne manqueront jamais de rien. C'est une cage, certes, mais une cage dorée que personne ne veut quitter. Cependant, sous la surface de cette harmonie paternaliste, se cache une bombe à retardement psychologique et social. Ce contrat a forgé une loyauté aveugle, mais il a aussi infantilisé les travailleurs. En remettant l'entièreté de leur destin entre les mains de la direction, les ouvriers ont perdu leur capacité de défense. Personne n'ose imaginer que le père puisse un jour trahir ses enfants. Et lorsque les vents tourneront, cette dépendance vitale se transformera en l'arme même qui les détruira. Pendant que les lingots s'empilent et que les bilans affichent une santé insolente, un drame silencieux se joue hors des murs de l'usine. Les années 1980 marquent une rupture brutale dans l'insouciance de la cité du zinc. L'ennemi qui menace la région n'est pas une crise économique soudaine. C'est un assassin invisible, inodore, insidieux. Il ne frappe pas à grand fracas. Il tombe du ciel, porté par les vents de l'ouest. Depuis des décennies, pour chaque tonne de plomb pur extraite des fours, une fraction constante de particules s'échappe dans l'atmosphère. Du plomb, du cadmium, de l'arsenic. Ce cocktail toxique s'est déposé, année après année, sur un rayon de plusieurs kilomètres, englobant les communes de Noyelles-Godot, d'Évin-Malmaison et de Courcelles-lès-Lens. Les premiers à donner l'alerte ne sont pas des médecins, mais des agriculteurs. Dans les pâturages qui jouxtent le complexe industriel, le bétail commence à présenter des symptômes inexplicables. Des vaches s'effondrent, victimes de paralysie soudaine, leurs os fragilisés par l'ingestion d'herbes saturées de métaux lourds. Les cultures dépérissent. Mais dans cette région où l'usine est, et c'est usine est reine, la voix d'une poignée de paysans pèse bien peu face au vacarme des hauts fourneaux. La direction achète discrètement les terres théâtres les plus contaminées, indemnise quelques fermiers pour acheter leur silence et continue de faire tourner les machines à plein régime. Le poison ne s'arrête pas aux clôtures des champs. Il se dépose sous forme de poussière grise sur les appuis de fenêtres, dans les potagers des familles et surtout dans les cours des écoles. C'est là que la tragédie prend son visage le plus insupportable, celui de l'enfance. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, des campagnes de dépistage médical révèlent une vérité terrifiante. Les analyses de sang des enfants des environs montrent des taux de plomb anormalement élevés. C'est le saturnisme. Chez l'enfant, dont le système nerveux est en plein développement, les conséquences sont dévastatrices et irréversibles. Retard cognitif, troubles de l'apprentissage, baisse du quotient intellectuel, hyperactivité et troubles du comportement. Sans le savoir, en jouant simplement dans la poussière de la cour d'école, les enfants de la cité du zinc ingéraient le poison que l'usine de leur père recrachait. Face à l'accumulation des preuves médicales et environnementales, l'attitude de l'entreprise est un cas d'école de cynisme industriel. Sous la pression des autorités sanitaires, des filtres sont installés sur certaines cheminées. Mais ces investissements sont systématiquement calculés au plus juste, retardés ou sous-dimensionnés par rapport à l'immensité de la pollution. Dans les conseils d'administration, loin de Noyelles-Godot, la priorité absolue reste la rentabilité. On choisit de traiter les symptômes médiatiques plutôt que d'éradiquer la maladie à la source. C'est ici que le pacte paternaliste dévoile son visage le plus monstrueux. Imaginez la situation d'un père de famille métallurgiste. L'usine est toute sa vie. Elle lui a donné un toit, un salaire, un statut social. Et pourtant, il découvre soudainement que la fumée noire qui s'échappe du fourneau qu'il alimente de ses propres mains est exactement la même fumée qui détruit les neurones de son fils. Le travail qui met le pain sur la table est aussi celui qui empoisonne le sang de sa propre chair. Que peuvent-ils faire? Se mettre en grève pour exiger la fermeture de l'usine, c'est condamner leur famille à la misère immédiate, car il n'y a pas d'autre emploi dans la région.
Dénoncer la direction, c'est mordre la main qui les nourrit et risquer le licenciement dans un système où l'entreprise possède même leur logement. Ils sont pris au piège dans une toile d'araignée tissée d'acier et de plomb. Alors, beaucoup choisissent le déni. On minimise les résultats des prises de sang. On frotte les mains des enfants avec plus de vigueur avant les repas. On se convainc que ça passera. Le silence s'installe, lourd et poisseux, comme la suie. L'usine a réussi son coup le plus tragique. Elle a rendu ses victimes complices de leur propre empoisonnement par simple nécessité de survie. Mais pendant que les ouvriers luttent contre ce mal invisible, un autre type de poison, financier celui-là, est en train d'être distillé dans les hautes sphères de la finance mondiale. Un poison qui s'apprête à porter le coup de grâce à Noyelles-Godot. À l'aube des années 1990, alors que les ouvriers de Noyelles-Godot se débattent avec le lourd tribut sanitaire exigé par leur usine, une autre tempête se prépare. Elle vient de l'autre côté de la Manche, depuis les écrans clignotants du London Metal Exchange, LME, le cœur impitoyable de la finance mondiale des matières premières. L'industrie entre dans une nouvelle ère, celle de la mondialisation sauvage. Le plomb et le zinc ne sont plus seulement des métaux tangibles forgés par la sueur des hommes. Ils sont devenus des produits financiers volatiles, soumis à la spéculation internationale. À la fin de la décennie, les cours mondiaux s'effondrent brutalement. L'usine perd de l'argent. Ce n'est plus la force physique ou le savoir-faire qui dicte la prospérité, mais un cours de bourse fixé par des traders qui n'ont jamais respiré l'odeur du soufre de leur vie. Pour faire face à cette crise, les structures de l'entreprise mutent. Après diverses fusions et restructurations européennes, la vieille identité s'efface pour donner naissance à un nouveau groupe, Metal Europe. Mais ce changement de nom dissimule un changement de paradigme bien plus profond. Le pouvoir glisse définitivement des mains des ingénieurs métallurgistes vers celles des financiers en costume sur mesure, installés dans des bureaux luxueux à Paris ou à Londres. Ces nouveaux maîtres sont sans visage pour les ouvriers du Nord. Ils ne se soucient plus de la cité du zinc ou du pacte qui liait l'usine à son territoire. Leurs seuls indicateurs sont les marges bénéficiaires et le rendement pour les actionnaires. Parmi ces actionnaires de l'ombre, l'influence grandissante du géant suisse du négoce des matières premières, Glencore, qui détenait une participation significative dans Metal Europe SA, commence à se faire sentir. La logique n'est plus de produire pour bâtir, mais d'optimiser pour spéculer. Les conséquences sur le sol de Noyelles-Godot sont immédiates. Pour compenser la chute des prix, la direction parisienne ferme les vannes de l'investissement. Les budgets de maintenance sont amputés. Les immenses machines, qui nécessitent des soins constants, commencent à vieillir prématurément. Les fours se fissurent, les pannes se multiplient. Pourtant, on exige des ouvriers qu'ils produisent toujours plus avec toujours moins. Les cadences s'accélèrent. On rogne sur les pauses. On ignore les règles de sécurité au profit du rendement immédiat. Le stress remplace la fierté. L'usine, autrefois perçue comme une mère nourricière, se transforme en un être qui pompe l'énergie vitale de ses employés pour tenter de satisfaire l'appétit insatiable de ses lointains propriétaires. Un fossé béant se creuse entre la chaleur moite de l'atelier, où des hommes risquent leur vie pour maintenir l'outil à flot, et la froideur stérile des salles de conseil, où l'usine n'est plus qu'une simple ligne déficitaire sur un fichier Excel. Ce que les ouvriers ignorent encore, c'est que cette asphyxie financière est le prélude à une manœuvre d'une cruauté inouïe. Le patriarche protecteur est mort, remplacé par un prédateur froid. Et ce prédateur s'apprête à dévorer sa propre usine de l'intérieur. Le passage au nouveau millénaire ne s'accompagne d'aucune célébration dans les ateliers sombres de Noyelles-Godot. Le complexe industriel ressemble à un grand navire qui prend l'eau de toutes parts. Mais ce que les 830 marins de ce navire ignorent, c'est que le capitaine n'a aucune intention de colmater les brèches. Il est en train de siphonner les réserves de survie pour préparer son propre sauvetage. Dans les bureaux parisiens de Metal Europe SA, la maison mère, les hauts dirigeants font face à une équation terrifiante. Les nouvelles lois environnementales européennes se durcissent. Tôt ou tard, il faudra payer pour nettoyer plus d'un siècle de pollution. Ce passif écologique,
combiné aux dettes accumulées par l'usine, représente un gouffre chiffré en centaines de millions d'euros. Sauver Noyelle Godot signifierait engloutir les profits de l'ensemble du groupe. C'est alors que germe une idée d'un cynisme absolu, une manœuvre tout droit sortie des manuels de la finance dérégulée, le concept de la bad bank ou banque de défaisance. Dans le monde bancaire, lorsqu'une institution était menacée par des actifs toxiques, elle les isole dans une structure juridique vouée à la faillite pour préserver les parties saines. Les stratèges de Metal Europe décident d'appliquer cette logique à des êtres humains et à un territoire. Noyelle Godot sera sacrifié pour que le reste de l'Empire puisse vivre et prospérer. L'opération se déploie dans le plus grand secret. Lentement, méthodiquement, la direction parisienne démantèle l'usine de l'intérieur. Les activités les plus rentables, notamment le recyclage et la transformation du zinc, sont juridiquement détachées de l'entité de Noyelle Godot ou transférées vers d'autres filiales, notamment en Allemagne. L'usine du Nord est dépouillée de ses joyaux et de ses réserves de liquidités. Dans le même temps, on la charge artificiellement. La maison mère lui fait peser des frais de gestion exorbitants et lui transfère une grande partie de la dette globale du groupe. Metal Europe Nord, jadis le cœur battant de l'industrie européenne, n'est plus qu'une coquille vide, sciemment transformée en un réceptacle à dette et en bouclier anti-responsabilité environnementale. Le contraste entre les manœuvres de coulisses et la réalité du terrain est d'une cruauté insoutenable. En bas, dans la chaleur étouffante des hauts fourneaux, les ouvriers croient encore au miracle par l'effort. Ils acceptent le gel de leur salaire, renoncent à leurs primes, enchaînent les heures supplémentaires dans des conditions de sécurité de plus en plus dégradées. Ils tentent de battre des records de production pour prouver à Paris que leur usine mérite d'être sauvée. Ils ne savent pas qu'ils se battent pour un cadavre. Chaque tonne de métal qu'ils coulent ne sert pas à sauver leur emploi, mais uniquement à générer la dernière trésorerie nécessaire à la maison mère pour finaliser son retrait légal. Ils sont les passagers d'un train qui fonce vers un précipice, alimentant eux-mêmes la chaudière, pendant que les dirigeants ont déjà sauté en marche avec les parachutes dorés. À la fin de l'année 2002, le piège est refermé. La muraille juridique entre la maison mère riche et la filiale endettée est parfaitement étanche. Metal Europe Nord est officiellement exsangue, incapable de payer ses fournisseurs ou de verser les salaires du mois suivant. Le décor est tragiquement planté. Il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton pour déclencher la mise à mort de l'un des plus grands symboles industriels français. L'hiver 2003 s'abat sur le bassin minier du Pas-de-Calais avec une rudesse implacable. Le jeudi 16 janvier, dans les ateliers de Metal Europe Nord, les équipes de jour terminent leur rotation. Comme d'habitude, les fours tournent, le métal rougeoie, la sueur coule. Les ouvriers, bien que rongés par l'inquiétude face aux rumeurs de difficultés financières, continuent de peindre, de produire. Ils s'accrochent à l'espoir que leur travail acharné suffira à fléchir le destin. À 300 kilomètres de là, dans les quartiers chics de Paris, le destin a pourtant déjà été scellé. Le conseil d'administration de la maison mère s'est réuni. L'opération de la bad bank est prête. La muraille juridique est en place. Les dirigeants parisiens prennent la décision finale. Couper définitivement les vivres à la filiale de Noyelle Godot. Mais le plus choquant n'est pas la décision elle-même, c'est la méthode de son exécution. Dans l'après-midi, un bruit strident résonne dans le bureau de la direction locale. C'est le télécopieur. L'appareil crache lentement une feuille de papier. Un simple fax. Le message est aussi bref que dévastateur. La maison mère annonce qu'elle ne financera plus sa filiale nordiste, qui doit déposer le bilan en cessation de paiement immédiate. En une fraction de seconde, par le simple transfert électronique de quelques lignes de texte noir sur fond blanc, l'un des plus grands fleurons de l'industrie française vient d'être assassiné. Le piège se révèle dans toute son horreur. Il n'y a pas de liquidation globale du groupe. Seule l'usine du Nord est sacrifiée. Et parce qu'elle est juridiquement isolée, vidée de ses actifs et déclarée en faillite sèche, les conséquences pour les 830 employés sont apocalyptiques. Il n'y a pas d'argent pour un plan de sauvegarde de l'emploi.
il n'y a pas de fonds pour des indemnités de licenciement. Les ouvriers ne sont pas simplement licenciés, ils sont jetés à la rue, du jour au lendemain, sans le moindre filet de sécurité. La rumeur s'échappe des bureaux de la direction pour se répandre dans les ateliers plus vite qu'une traînée de poudre. Lorsque le changement d'équipe a lieu en fin de journée, les mots fatidiques tombent. C'est fini. Ils ont fermé les vannes. On est tous virés. Au début, c'est l'incompréhension totale. Le silence s'abat sur des hommes habitués au vacarme. Comment est-ce possible? Les fours sont encore allumés. Le métal est encore chaud. L'outil de travail est là, intact. Puis, la vérité du fax parisien s'infiltre dans les esprits, et avec elle, un raz-de-marée émotionnel d'une violence inouïe. Des hommes sans faute. Des colosses qui manipulent du plomb en fusion depuis 30 ans s'effondrent. Les larmes tracent des sillons clairs sur des visages noircis par la suie. Ce ne sont pas seulement des larmes de peur face au chômage. Ce sont les larmes d'une trahison insupportable. Le patriarche les a vendues pour sauver sa propre peau. La nuit tombe sur la cité du zinc. Mais personne ne rentre chez soi. L'abattement des premières heures laisse rapidement place à une rage viscérale. Devant les grandes grilles en fer forgé de l'usine, les premiers pneus sont entassés. On y met le feu. D'immenses flammes noires et âcres s'élèvent dans le ciel nocturne, illuminant la façade de briques de l'usine d'une lueur d'enfer. C'est le signal de la rébellion. La nuit du 16 au 17 janvier 2003 n'est plus une simple nuit d'hiver. C'est le début d'un siège. Dans le froid mordant, autour des brassereaux de fortune, les 830 parias de Metal Europe se serrent les coudes. Ils viennent de tout perdre, leur emploi, l'avenir de leur famille, et peut-être même leur santé. Mais dans ce moment de dépouillement absolu, ils retrouvent une dernière force, celle du désespoir. S'ils doivent couler, ils ne couleront pas en silence. Au lendemain de la chute du couperet, la sidération initiale cède rapidement la place à une mobilisation d'une ampleur inédite. Dès le 17 janvier 2003, l'usine de Noyelles-Godault se transforme en une véritable forteresse assiégée. Cette fois-ci, ce sont les ouvriers qui en tiennent les remparts. La cité du zinc entre en rébellion. Les 830 métallos organisent l'occupation du site jour et nuit. Les montagnes de pneus en feu dégagent d'épaisses colonnes de fumée noire, un signal de détresse visible à des dizaines de kilomètres à la ronde. Ironiquement, cette fumée rappelle les heures de gloire où les cheminées crachaient de leur suie, mais aujourd'hui, elle est le symbole d'une usine en train de mourir. La solidarité ouvrière se déploie dans le froid glacial de l'hiver nordiste. Les épouses des ouvriers apportent de la soupe chaude. Les commerçants locaux, dont la survie dépend des salaires de l'usine, apportent des vivres en soutien. L'objectif des grévistes est clair. Empêcher les futurs liquidateurs de venir piller l'outil de travail, leur dernière monnaie d'échange. Très vite, le drame local prend une dimension nationale. La France entière découvre, effarée et émue, le visage de ces hommes brisés qui pleurent de rage. De rage devant des fours encore tièdes. Metal Europe Nord n'est plus un simple fait divers économique. C'est le symbole national des ravages du capitalisme financier et de la désindustrialisation sauvage. C'est dans ce tumulte que naît une expression qui va marquer au fer rouge l'histoire politique et sociale de la France. Le premier ministre de l'époque dénonce publiquement le comportement inacceptable de patrons. Patron de Vieux. L'expression résume avec une perfection cinglante la situation. Des dirigeants en col blanc qui se comportent comme de vulgaires délinquants en organisant la faillite calculée de leur entreprise pour fuir leurs obligations légales et humaines. Mais l'espoir est une flamme fragile, et elle finit par s'éteindre sous la douche glacée des réalités judiciaires. Les représentants syndicaux et leurs avocats engagent un bras de fer titanesque pour tenter de percer le voile social. Une manœuvre juridique visant à prouver que Metal Europe S.A. a délibérément organisé la ruine de sa filiale et doit donc en assumer les dettes sociales et environnementales. Dans les salles d'audience, le contraste est cruel. D'un côté, des ouvriers aux mains calleuses qui réclament le droit de nourrir leur famille avec dignité. De l'autre, des armées d'avocats rompus aux subtilités du droit des sociétés. L'opération de la Bastille Bad Bank, bien que moralement abjecte,
a été millimétrée avec une sophistication qui s'avère extrêmement difficile à attaquer sur le plan légal. Si les tribunaux civils contraignent finalement Metal Europe SA à contribuer à un fonds d'indemnisation partielle pour les salariés, aucune poursuite pénale n'aboutit contre les dirigeants à titre personnel. La justice est aveugle aux larmes. Pendant que les avocats s'écharpent sur des textes de loi, une autre tragédie, physique et silencieuse, se déroule à l'intérieur des halles de Noyelles-et-Godault. Les fours de l'usine, ces monstres qui nécessitent d'être maintenus à température constante, commencent à se refroidir inexorablement. Lorsque la température chute, le métal résiduel se fige à l'intérieur des cuves. L'épaisse carapace de briques réfractaires se contracte sous l'effet du froid. Dans le silence lugubre de l'usine vide, de violents bruits d'éclatement résonnent. Ce sont les parois des fours qui se fissurent et se brisent de l'intérieur. Chaque craquement sonne comme le râle d'agonie du géant de fer. Les métallos, qui montent toujours la garde, écoutent cette destruction avec une douleur indicible. Un four fissuré est un four mort. L'usine ne redémarrera plus jamais. C'est la prise de conscience finale. Même s'ils gagnaient leur bataille juridique, l'outil de travail n'est plus qu'un cadavre de briques brisées et d'acier figé. La colère volcanique des premiers jours retombe, laissant place à un profond abattement. Ils ont tout donné à cette terre et à ces machines. Ils ont été sacrifiés sur l'autel de la finance. Et le système les a laissés complètement seuls, les poches vides. Les grilles, monumentales, se referment sur des vies en éclats. Une fois les grilles verrouillées et les derniers ouvriers dispersés, un silence sépulcral s'empare des dizaines d'hectares du site de Metal Europe Nord. La bête métallique, qui avait rugi sans interruption pendant plus d'un siècle, est désormais morte. Mais son cadavre est encombrant, et surtout, infiniment dangereux. La fin de l'aventure humaine marque le début d'un cauchemar environnemental sans précédent dans l'histoire industrielle de la France. Le processus de démantèlement s'amorce, lent et minutieux, ressemblant davantage à une opération de désamorçage d'explosifs qu'à une simple démolition. Des hommes en combinaison étanche parcourent les ateliers fantômes, pour gratter les dernières couches de suie plombée. Le point culminant de cette éradication physique survient en mars 2006. C'est le jour de l'exécution de la plus haute cheminée du site, un monstre de briques et de béton culminant à plus de 100 mètres, visible depuis toute la plaine de la Goëlle. Pour les habitants de la région, cette cheminée était le phare qui les guidait. Les artificiers plastiques passent leur charge. Une détonation sourde déchire l'air. Au ralenti, le géant vacille, se plie, puis s'effondre dans un immense nuage de poussière grise. En quelques secondes, le repère visuel de plusieurs générations est rayé de la carte. Mais cette destruction spectaculaire n'est qu'une illusion. Détruire les briques ne détruit pas le poison. Les ingénieurs agronomes et les experts de l'environnement commencent à effectuer des carottages systématiques dans un vaste périmètre autour de l'ancienne usine. Les résultats qui reviennent des laboratoires sont au-delà de toutes les prévisions pessimistes. Sur plus de 650 hectares englobant 5 communes, les sols présentent des concentrations effarantes de métaux lourds, du plomb, de l'arsenic et surtout du cadmium, un élément extrêmement mobile et cancérigène. Pendant plus d'un siècle, la cheminée avait méthodiquement ensemencé la terre avec des particules mortelles. Et contrairement aux produits chimiques organiques qui finissent par se dégrader, les métaux lourds sont éternels. Ils ne disparaissent pas. Ils s'accumulent. Face à l'ampleur de la contamination, les autorités sanitaires prennent des décisions drastiques. Des arrêtés préfectoraux tombent comme des couperesses. Il est désormais strictement interdit aux agriculteurs locaux de cultiver des légumes destinés à la consommation humaine. Les carottes, les pommes de terre, les poireaux, qui absorbent facilement le plomb et le cadmium par leurs racines, deviennent des produits de contrebande mortelle. L'élevage bovin et laitier est également proscrit sur les terres les plus touchées. Pour les paysans de la région, c'est une deuxième mise à mort. Leurs terres familiales, transmises de génération en génération, perdent instantanément toute valeur. Elles sont devenues terre morte. Un fossile toxique où rien de comestible ne doit pousser. Et puis, il y a la question vertigineuse du coût.
Nettoyer ce désastre écologique nécessite des centaines de millions d'euros. Il faut excaver les terres Ishati les plus contaminées, les confiner dans d'immenses sarcophages étanches, traiter les hauts lions de ruissellement et surveiller la nappe phréatique. Mais Metal Europe S.A. s'est retranché derrière son bouclier juridique, et la filiale nordiste est en liquidation judiciaire, les caisses désespérément vides. C'est l'État français, c'est l'argent du contribuable, qui doit éponger la facture. La privatisation des profits pendant des décennies s'est transformée, par la magie du droit des affaires, en une socialisation pure et simple des pertes environnementales. L'usine physique n'est plus, mais elle a légué à Noyelles Godeau un héritage empoisonné, une dette invisible inscrite dans les strates géologiques. Les champs verdoyants qui entourent l'ancien site offrent aujourd'hui un paysage trompeur. L'herbe y pousse, les arbres y fleurissent, mais c'est une nature sous surveillance artificielle. Le mal est fait. Aujourd'hui, des décennies se sont écoulées depuis que le dernier feu s'est éteint à Noyelles Godeau. La nature, sous haute surveillance, a repris ses droits sur le sarcophage de béton. Mais l'absence de bruit ne signifie pas la paix. Pour les anciens habitants de la Sipka, cité du zinc, la véritable tragédie de Metal Europe ne se lie pas seulement dans la disparition d'une usine, elle s'inscrit au plus profond de leur chair. L'héritage de l'entreprise coule dans les veines d'une génération entière. Les fameux « enfants de Metal Europe », ceux dont les analyses sanguines affichaient des taux de plomb alarmants dans les années 90, sont aujourd'hui devenus des adultes. Le saturnisme ne tue pas toujours sur le coup. Il vole le potentiel. Beaucoup de ces enfants ont grandi avec des retards cognitifs sévères et des troubles de l'apprentissage irréversibles. Dans une région déjà frappée de plein fouet par un chômage endémique après la désindustrialisation, ce handicap invisible les a condamnés à une marginalisation sociale cruelle. L'usine, en empoisonnant leurs premières années de vie, leur a confisqué leur avenir avant même qu'ils ne commencent. Pour les anciens ouvriers, le bilan est tout aussi macabre. Le pacte faustien qu'ils avaient signé avec le feu et le métal réclame aujourd'hui son ultime tribut. Les taux de cancer, de maladies respiratoires aiguës et de pathologies rénales explosent parmi les anciens métallos. Le cadmium, l'arsenic et le dioxyde de soufre, inhalés quotidiennement pendant 30 ou 40 ans, se réveillant avec une fureur implacable dans leurs organismes fatigués. Les hommes forts, ces colosses qui domptent le plomb en fusion, s'éteignent à petit feu, souvent bien avant d'atteindre l'âge de la retraite. Le cimetière local raconte l'histoire que les bilans comptables de Metal Europe ont toujours voulu effacer. Derrière chaque tombe prématurée se cache une vie sacrifiée sur l'autel du rendement. Et le plus glaçant dans cette épidémie silencieuse, c'est le sentiment d'abandon absolu qui l'accompagne. Aucune justice pénale n'a condamné les hauts dirigeants pour ces morts à retardement. L'entité juridique responsable a été habilement liquidée, laissant les victimes et leurs veuves seules face à la souffrance. La perte est totale. Noyelles Godeau n'a pas seulement perdu son moteur économique, elle a perdu son identité ouvrière, son âme collective. L'orgueil de la classe métallurgiste s'est évaporé. Les cafés où résonnaient saint autrefois les rires et les débats syndicaux ont baissé le rideau les uns après les autres. Le tissu social, autrefois tissé si serré par la solidarité de l'atelier, s'est irrémédiablement déchiré. Le géant d'acier a tout dévoré, la sueur des pères, l'innocence des enfants et la vitalité d'un territoire entier. Il n'a laissé derrière lui qu'un héritage toxique, une dette morbide inscrite à jamais dans le sang de ceux qui l'ont servi. La tragédie de Metal Europe Nord dépasse de loin les frontières de Noyelles Godeau. Elle n'est pas la simple chronique d'une fermeture d'usine. Elle est l'autopsie glaçante d'un basculement de civilisation. Nous avons assisté au triomphe final du capitalisme financier, volatile et déshumanisé, sur le capitalisme industriel, certes rude et paternaliste, mais intrinsèquement lié à la matière, à la terre et aux hommes. Dans ce nouveau paradigme, les entreprises ne sont plus des communautés de destin. Elles sont réduites à des lignes sur des bilans comptables, de simples portefeuilles d'actifs, que l'on siphonne et que l'on jette lorsqu'ils deviennent encombrants. Le concept juridique de la séparation des entités s'est transformé en un bouclier d'impunité absolue. Derrière ce mur de verre, des patrons. Patrons voyous,
peuvent orchestrer la ruine d'un territoire, détruire la dignité de milliers de travailleurs et laisser derrière eux une bombe à retardement écologique, sans jamais avoir à répondre de leurs actes devant la justice pénale. L'usine n'est plus, mais la leçon qu'elle nous laisse est d'une brutalité indélébile. Pour chaque once de profit engrangé dans les années de gloire, c'est la terre du Nord et le sang de ses enfants qui ont servi de monnaie d'échange. Les dividendes ont été privatisés, mais le poison a été socialisé pour l'éternité. Les métaux lourds qui dorment aujourd'hui sous la plaine de la Goëlle survivront à toutes les crises. Et c'est financière. Ils sont le monument toxique et immortel de notre avidité collective. Si cette plongée au cœur de la mémoire industrielle vous a marqué, si l'histoire des sacrifiés de la cité du zinc résonne en vous, prenez un instant pour partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains documentaires sur ces empires effondrés qui ont façonné notre monde. Car face au cynisme de l'oubli, la mémoire reste notre arme la plus puissante.